Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplay consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, détour par la Big 12 et une fois n'est pas coutume, je serai seul pour animer ce numéro. Au programme aujourd'hui, trois programmes ni plus ni moins, dont un qui devrait jouer les premiers rôles dans la conférence Big 12. On va rester du côté des montagnes, on va aller du côté de BYU, du côté d'Utah et du côté de Colorado, donc les deux anciens partenaires de la Pac-12 ainsi que le rival, le Nemesis des Utes, à savoir les Cougars de BYU. Et je vous propose d'entrée de jeu de commencer par les Cougars de BYU. Bon, comme d'habitude, vous connaissez maintenant la formule, on fait un petit récap sur la saison passée, puis après on se projette un peu sur la saison à venir, sachant qu'il y a eu pas mal de remous ces derniers temps du côté des Cougars et qu'il est parfois un peu compliqué de se projeter sur un bilan ou quoi que ce soit. Mais alors là, ça va être encore plus complexe au regard des actualités de ces derniers jours. On y reviendra, petit teasing. Alors, 2024 pour BYU, c'était une très bonne année. On se souvient, les Cougars rentrent en Big 12 en 2023, une saison qui se passe pas très bien, hein. 5-7, notamment en bilan global en 2023, et un bilan 2-7 en Big 12, donc vraiment pas un très bon bilan. Et là, retournement de situation avec un bilan, une saison 2024 assez exceptionnelle, avec un bilan de 11-2, et notamment un début à 9-0. La première défaite, c'est une défaite à domicile contre Kansas, alors que BYU était classé numéro 16 à l'époque. Une défaite qui enterre quasiment les espoirs de playoff à ce moment-là. Donc derrière, il y a une nouvelle défaite contre Arizona State dans un match, vous vous souvenez, un petit peu rock'n'roll avec un envahissement de terrain alors que le match n'était pas encore terminé. Donc voilà, donc BYU qui passe très très proche du Saint Graal, hein, ni plus ni moins, puisque une défaite de 4 points contre Kansas, une défaite de 5 points contre Arizona State, mais les Cougars ont bel et bien montré que c'était une équipe avec qui compter et qu'ils étaient taillés pour la Big 12. Mais bon, ça honnêtement, on se faisait pas trop d'illusions, parce que voilà, qu'on soit très clair, il y a deux qualités à BYU. Déjà la qualité de recrutement de manière générale, et le fait que là, c'est une université qui est très suivie, avec un potentiel économique qui est assez important, on va pas se le cacher, et qu'avec le nouvel air du Nil et compagnie, il est tout à fait normal, entre guillemets, de voir BYU truster les premières places de la conférence, et je ne pense pas que c'était un feu de paille, et vous allez voir que on peut attendre quand même de bonnes choses de la part de cette équipe de BYU, même s'il y a quand même une grosse question à venir. Donc voilà, un bilan la saison dernière de 11-2, grâce notamment aussi à une victoire en bowl contre Colorado, et oui, puisqu'à l'époque, vous saviez qu'on peut encore jouer BYU était considéré comme une membre de la Big 12, mais Colorado pouvait être aussi considéré comme un membre de la Pac 12, donc c'est pour ça que les deux programmes se sont affrontés lors du Alamo Bowl. D'ailleurs, les deux équipes ne s'étaient pas affrontées lors de la saison régulière. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc maintenant, on va faire un petit détour pour la saison 2025. Pas de changement au niveau du coaching staff, hein. Ça reste Kalani Sitake en poste de head coach pour sa 10e saison avec les Cougars. Aaron Roderick et Jay Hill, respectivement cordeau offensif et défensif de cette équipe. Donc on reste sur du classique. Alors, on va commencer d'entrée de jeu avec la grosse actualité, hein. Voilà. Jack Retzlaff, le quarterback titulaire de BYU, ne fait plus partie du programme. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qui s'est passé, il y a eu une plainte pour viol qui a été déposée contre Retzlaff au début de l'année 2025. Suite à ça, le BYU n'avait pas forcément communiqué dessus. Retzlaff a démenti les accusations de viol, mais a admis une relation sexuelle consentie avec la plaignante. Suite à ça, il y a eu retrait de la plainte et on va dire accord à l'amiable entre les deux parties. On sait très bien ce que ça veut dire, hein. Ne nous cachons pas, c'est pas parce qu'on retire la plainte que Retzlaff est innocent, qu'on soit très clair. En tout cas, voilà, il y a eu relation sexuelle entre les deux personnes, chose qui est interdite du côté du code de l'honneur de la religion mormone. Vous savez que BYU, alors pas tous, hein, qu'on soit très clair, mais une grande partie
des joueurs du programme sont issus de ce qu'on appelle communément les Mormons, mais dans le terme technique, et le mouvement des saints des derniers jours. Voilà, pour un petit peu vous donner un ordre d'idée, mais voilà, c'est une vision quand même très particulière, hein, de la religion chrétienne. Avec un code d'honneur hyper important à suivre, donc pas le droit, enfin, voilà, pour ceux qui sont pas forcément au courant, mais il faut donner un ordre d'idée, pas le droit à l'alcool, pas le droit au café, pas le droit à ce genre de choses. Mais voilà, ils revendiquent environ 17 millions de pratiquants en 2022, ce qui est quand même relativement important, et c'est voilà, une religion qui est puissante au niveau, notamment en Utah, mais de manière générale aux États-Unis, et qui a une puissance économique importante. Voilà. Ceci étant dit, les joueurs qui se revendiquent de cette religion-là ont un code à suivre, et notamment le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est pour ça que, enfin, pas pour ça, je ne veux pas non plus tirer des conclusions hâtives, mais on voit beaucoup de joueurs d'origine, en tout cas qui sont mormons, qui ont tendance quand même à se marier à des âges relativement jeunes. Voilà, alors, c'est peut-être une raison ou pas, mais en tout cas, là, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc, suite à ça, Jack Retzlaff est viré, on va dire ça comme ça, de BYU. Donc BYU perd son quarterback titulaire, et après quelques jours, de tractations, on apprend que Retzlaff est arrivé du côté de Tulane en tant que Walcon. Voilà, alors on a beaucoup parlé, on parlait de TCU, je crois, d'Oklahoma State, enfin bref, plusieurs noms de grosses facs qui ont été, on va dire, leaké, peut-être par son agent ou quoi que ce soit, en début de processus, mais en fait il se trouve qu'il arrive à Tulane. Alors j'ai rien contre Tulane, hein, qui est une bonne fac, mais on pouvait s'attendre quand même à quelque chose de plus important. Alors est-ce que les facs ont mené leur petite enquête et se sont dit, est-ce que c'est de bon ton de le recruter? Je pense qu'effectivement le service public relationship des facs ont dû jouer leur rôle là-dedans. Enfin bref, toujours est-il que d'un point de vue pour les Cougars, ils perdent leur quarterback numéro 1, et ça c'est quand même une énorme perte, parce que on ne sait pas trop qui va être quarterback titulaire, ça c'est clair. Alors on va parler des quarterbacks d'entrée de jeu. Alors il y a 3 choix qui s'offrent à BYU. Alors pour l'instant, au moment où j'enregistre cette preview, on n'en sait rien du tout. Alors il y a 2 transferts, Mackay Ilsted qui vient de Utah State, Trayson Bourget qui vient de Western Michigan, ou Bear Backmeyer qui vient de Stanford. Donc voilà, donc c'est un peu la question. On ne sait pas trop encore qui sera titulaire, donc je vais absolument pas me projeter, parce que j'ai risque de te dire des bêtises. Donc voilà, donc on va attendre un peu les entraînements, les fall camp, pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, BYU perd son arme principale parce qu'il sort d'une saison quand même plus que correcte, avec quasiment 3 milliards à la passe et 20 pour 20 TD. Alors 12 interceptions certes, mais voilà, quand même, il était quand même très très clairement l'un des piliers de l'attaque, et que en tout cas, BYU comptait sur lui pour passer un cap et pourquoi pas se qualifier pour les collèges football playoffs. Alors, les fans de BYU sont quand même assez enthousiastes. Alors, ce départ met quand même très clairement un stop à leurs ambitions, au moins sur la Big 12, je pense. Parce qu'il faut que le quarterback titulaire rentre, en tout cas donne directement des choses positives, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais autour de lui, c'est quand même plutôt costaud, parce que, alors, le running back numéro 1, Benjamin Martin, est de retour, ça c'est bien. Il était quasiment à un peu plus de 700 yards la saison dernière, avec 7 TD au sol. Et le receveur numéro 1, Chase Roberts, est aussi de retour. Et donc ça, c'est quand même plutôt cool. C'est-à-dire que les deux armes, on va dire, offensives, qui peuvent aider le futur quarterback, ils seront présentes. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et on a une ligne offensive qui n'a pas tant bougé que ça non plus. Il y a 3 de retour de titulaires. Donc voilà, donc cette attaque, elle devrait quand même fonctionner. Alors, il y a eu quand même quelques pertes au niveau du portail des transferts, notamment Kylan Marion, le kick returner, qui est parti du côté de Miami après les entraînements de printemps, donc ce qui est quand même souvent un coup dur pour gérer pour les programmes. Mais on va dire quand même globalement, il y a quand même des choses qui sont quand même plutôt positives pour BYU, même si effectivement la perte du QB1 est forcément regrettable, et que là pour le coup, je pense qu'il va y avoir quand même un déficit de niveau, entre guillemets, entre Retzlaff et son QB numéro 2. Donc à voir ce que ça va donner, bien évidemment. Mais quand même, l'attaque devrait être plutôt bien.
En tout cas, moi, je me fais pas de soucis. Puis on connaît hein, la qualité souvent des lignes offensives de Kalani Sitake. Donc de ce côté-là, pas de soucis. Du côté de la défense, alors là, par contre, il y a toute une ligne défensive à reconstruire. Déjà, ça, c'est quand même jamais un très bon signe. Mais, il y a un duo de linebacker qui sera de retour, et notamment Jake Kelly, qui était un transfuge de Weber State, donc une équipe FCS l'année dernière, et qui a terminé la saison avec 51 tackles, dont 10 tackles for loss et 5 sacks. Il était carrément nommé au Butkus Award à la fin de l'année. Non, pardon, il est sur la watchlist de début de saison, excusez-moi, je me suis trompé. Enfin, toujours est-il que le duo de linebacker, Jake Kelly et Isaiah Glasker, devrait quand même fonctionner plutôt bien. Le seul retour en dehors de ça d'un titulaire, c'est Tanner Wall, le safety. Mais à côté de ça, il y aura vraiment à tout reconstruire. Alors, la question c'est comment ils ont réussi à reconstruire. Alors, ils ont eu pas mal de recrutements sur le portail des transferts. Je vais en citer deux. Tanuno Vasa qui arrive du rival Utah et Tosili Akana qui arrive de Texas. Donc des profils de joueurs qui ont déjà joué sur des grosses facs, donc avec potentiellement énormément d'expérience. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Il y a une recrue aussi à suivre, c'est Hunter Clegg. Alors, c'est pas vraiment une recrue à proprement parler, c'est juste quelqu'un, il a signé, une recrue d'il y a 2 ans maintenant, mais qui a fait sa mission pendant 2 ans. Vous savez que les Mormons aussi ont obligation aussi de faire une mission humanitaire ou quoi que ce soit pendant 2 ans. Donc, souvent, les jeunes le font après leur high school et partent 2 ans et reviennent après en fac. Là, c'est le cas. Donc, c'est Hunter Clegg qui devrait jouer sur la ligne défensive, qui devrait même être titulaire d'après les échos qu'on a eu et qui avait signé avec Utah il y a 2 ans, mais qui vient cette année avec BYU. Donc voilà, il y a quand même des choses à se demander sur ce que ça va donner. Alors du côté de la seconderie, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul titulaire de retour, mais il y a quand même des joueurs qui ont été en rotation, notamment Maury Mamba qui a fini titulaire de la saison au poste de cornerback, pardon, et qui devrait être de retour. Toujours est-il qu'il y a quand même une alchimie à créer, notamment au niveau de la ligne défensive, que en dehors de Jake Kelly, c'est pas hyper, on va dire, expérimenté à BYU. Donc il faut attendre que la mayonnaise prenne. Alors, j'ai pas mal de previews, vous avez l'impression d'entendre toujours la même chose. Il faut que la mayonnaise prenne. C'est effectivement le cas. On a quand même souvent des difficultés à savoir où ça va, parce qu'il y a tellement de changements. Là, pour le coup, BYU, ça va. Il y a 5 membres de l'offense qui sont de retour, 3 de la defense, mais il y a certaines équipes où il n'y a quasiment plus personne. Et donc, c'est compliqué de se dire quelle équipe va être forte ou non. Là, pour le coup, la défense, voilà, il y a quand même le poste de linebacker, ça devrait aller. Le reste, c'est quand même à reconstruire. Petit mot sur les équipes spéciales, puisque BYU compte en ses rangs l'un des meilleurs kickers de college football, c'est Will Ferrin. L'année dernière, il a fait 24 sur 27 sur field goal, il a loupé aucun PAT, donc c'est quand même un des meilleurs kickers de tout le college football, et il est de retour avec BYU, et ça c'est jamais perdu. Maintenant, je vous propose de vous projeter un petit peu sur le calendrier de cette saison. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme pour les Cougars? Alors, 2 matchs à domicile pour commencer, Portland State, une équipe FCS, puis Stanford à domicile, un déplacement à East Carolina, et le calendrier de la Big 12 qui commence avec un déplacement à Colorado, West Virginia à domicile, à Arizona, Utah à domicile, à Iowa, à Texas Tech, TCU à domicile, Cincinnati à l'extérieur et UCF pour terminer. Alors, genre on peut regretter que Utah soit au milieu de la saison. Voilà, bon, on peut aller quand même sur le fait que la Big 12 n'arrive pas à mettre en avant, je trouve, ses rivalités. Et c'est un peu tristouille de voir BYU et Utah jouer à ce moment-là. Ça aurait été plutôt bien. J'aurais espéré de les voir au bout d'un moment quand même dans Rivalry Week. Alors, historiquement, bien évidemment, ça joue pas forcément là parce que BYU était indépendant et Utah récemment manque de la Pac-12. Donc voilà, pour les calendriers, c'était pas forcément, ça correspondait pas forcément au dernier match de la saison, mais en tout cas, voilà, on peut un peu regretter ça. Alors ce calendrier-là, il est quand même pas facile. Il est pas facile, parce que pourquoi? Parce que il y a mine de rien, il y a Utah qui sera toujours un match compliqué. Il y a Texas Tech. Il y a 3 matchs à la suite, ou même 4, qui vont être vraiment déterminants pour la suite, pour la saison de BYU. C'est Utah, à Ohio State, à Texas Tech,
Texas Tech et TCU. Pourquoi ça va être déterminant? Parce que déjà, un match de rivalité avec, on ne sait jamais ce qui peut arriver, que Utah est dans l'angle cette année, ça c'est clair. Iowa State et Texas Tech feront partie des deux équipes qui devront rester les plus hautes places en Big 12. Et TCU, TCU c'est toujours chiant à jouer. Alors, je me fais pas de soucis pour le calendrier out of conference. Pourtant, c'est une FCS, pardon, Stanford. Voilà, on ne sait pas dans quel état sera Stanford cette année avec Frank Reich qui vient d'arriver. Et East Carolina, pareil, ça devait être une victoire. Donc là, on est à 3-0. Premier match de la conférence at Colorado, pareil, c'est largement gagnable. En fait, un peu quand même à la manière de l'année dernière, je pense que 9-0, c'est peut-être beaucoup, mais c'est tout à fait possible de voir un 6-0 très, très clairement à BYU. Le reste est un petit peu plus compliqué et très clairement, il faudra pas plus de une défaite, je pense, pour jouer la finale de conférence. Vous avez bien vu que l'année dernière, 2, c'était trop. Donc parmi ces matchs-là, Utah, Iowa State à Texas Tech, TCU à Cincinnati et UCF, pareil, la fin de la calendrier est quand même pas très très compliquée. Il y a quand même 4 matchs compliqués. Sur ces 4 matchs compliqués, il faudra en gagner 3. Alors, avec très clairement ce qui s'est passé au poste de quarterback, je vais mettre un peu des réticences quand même à ça. Alors pourquoi je vais mettre un peu des réticences? Parce que l'année dernière, BYU a gagné pas mal de ses matchs. Alors a perdu ses matchs de façon vraiment ric-rac, mais il les a gagnés aussi de façon ric-rac. Je crois qu'il y a 5 victoires sur un total de 15 points, quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens contre Oklahoma State, c'est quand même pas passé loin de la défaite, pardon. Baylor, c'est un match gagné de quelques points aussi. À Utah, c'est un match gagné de quelques points aussi. Arizona State c'était perdu, pardon. En tout cas, voilà, il y a SMU aussi, parce que c'était une grosse victoire l'année dernière. Voilà, ça fait partie de ces matchs-là qui peuvent tourner d'un côté ou de l'autre. Et l'année dernière, c'est bien tombé, mais cette année, on ne sait pas ce que ça va être. Alors, et l'année dernière, l'attaque, même si elle avait quand même toutes ces armes-là, elle faisait pas partie des meilleures attaques de college football. Là, avec Jet Retlaf qui ne sera pas là, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, si on avait fait la preview il y a quelques semaines, je pense que j'aurais mis beaucoup plus haut BYU. Là, ça va être un petit peu plus compliqué de savoir où ils en sont. Je pense quand même qu'ils sont largement supérieurs à une bonne partie de la Big 12. Et je pense qu'ils sont quand même ils seront quand même dans le haut du panier. Mais je vais quand même redescendre. Alors j'étais prêt à les mettre en 10-2 là. Je vais leur mettre une défaite supplémentaire, voire une autre. Je pense que Utah, ça va être compliqué, même si c'est à domicile. Je vais remettre 9-3 quand même. Mais je ne serais pas étonné de voir un 8-4. Parce qu'il faut qu'à tout prix, qu'au poste de quarterback, on arrive à trouver un titulaire, entre guillemets, le plus vite possible. Donc voilà, je vais dire 9-3 pour BYU. Alors en deçà de ce qu'on aurait pu espérer, mais quand même, le but aussi, c'est pas d'avoir des saisons... alors c'est très bien d'avoir des saisons de temps en temps à 12-0 et de jouer les premiers rôles, mais je pense que c'est important de montrer que BYU, on va dire son niveau moyen, c'est 9-3 ou 8-4 par exemple. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que le programme il tourne. Son plancher, voilà, son plancher est à 8-4. Ça veut dire très clairement, si le plancher est à 8-4, voilà, il y aura des saisons à 10-2, des saisons à 11-1, etc. Et je pense que BYU peut très clairement peut espérer tout ça. Il recrute très bien. J'ai pas mentionné Austin Kirkland qui vient d'Oklahoma State, qui est un defensive tackle qui devrait jouer, je pense aussi. Il y a vraiment pas mal du tout. Donc il y a plein de pièces du puzzle qui se mettent en place petit à petit. Est-ce que ça va cliquer? L'année dernière, ça a cliqué. Cette année, avec Retzlaff, qui n'est plus là, il y a un peu plus de chances que ça ne clique pas. Mais voilà, c'est aussi l'incertitude du college football. Bref, 9-3 pour les Cougars de mon côté. On va passer du côté de Colorado. Je fais par ordre alphabétique, BYU, Colorado, Utah. On va passer du côté des Buffaloes. Quoi dire sur les Buffaloes de Colorado? Voilà, on en a parlé, reparlé la saison dernière, mais on va dire que là, c'est vraiment le dur qui commence. On va beaucoup moins en parler cette année, parce que voilà, il y a effectivement plus Sanders et plus Hunter. Donc voilà. Par contre, Deion Sanders, lui, est bien là. Mais je pense que l'absence de joueurs ultra stars va faire qu'on en parlera un petit peu moins. C'était très clairement la darling de la saison 2023. On en a beaucoup parlé 2024 grâce à ces deux stars-là et ce côté très bling-bling qui ressortait de tout ça. Mais n'empêche que Colorado, maintenant, il faut qu'il se développe en tant qu'équipe et montrer que c'est aussi autre chose que des stars. Alors, l'année dernière, donc, bilan de 9-4, défaite en bowl contre BYU, dont j'ai parlé avant, mais une énorme saison quand même, bilan de 9-3 de manière globale.
Un début de saison qui a été compliqué, une victoire étriquée contre North Dakota State, puis une défaite contre Nebraska, une défaite assez haute contre Nebraska dans ce match de rivalité de l'ancienne Big 8. Par contre, derrière, ça a quand même vraiment bien roulé, à part une défaite contre Kansas State et une défaite contre Kansas. Le reste, ça a été quand même hyper impeccable. On se souvient de cette branlée, hein, on va pas dire d'autres mots, lors du Black Friday contre Oklahoma State, victoire 52-0. Donc ça, c'était quand même plutôt impressionnant de la part de Colorado. Une équipe quand même qui a bien tourné, notamment en attaque, notamment à la passe, hein. Il faut rendre à Shedeur ce qui appartient à Shedeur, qui a quand même fait une énorme saison du côté de l'attaque. Bon, voilà, maintenant il est parti du côté de la NFL, c'est plus notre problème, j'ai envie de dire. Mais voilà, par contre, c'est le problème de Colorado, c'est-à-dire comment ils ont pu remplacer, entre guillemets, Shedeur Sanders. Comme d'habitude, hein, soit on recrute très fort, soit on va chercher un quarterback sur le portail des transferts. Alors là, ça a été un petit peu les deux. Avec l'arrivée alors tout d'abord sur le portail des transferts de Kaiden Salter, pardon. Alors, un quarterback dont on a un petit peu parlé l'année dernière et les années précédentes, parce qu'il était du côté de Liberty depuis 2021. Une énorme saison 2023, une saison 2024 un peu plus compliquée, notamment à cause de quelques blessures. Mais un profil dual threat vraiment intéressant. En 2023, c'est quasiment 3 milliards à la passe et plus de milliards à la course. Donc voilà, assez excité de voir ce que ça peut donner du côté de Colorado. Donc c'est un joueur qui est redshirt senior, qui avait commencé du côté de Tennessee, qui vient de Cedar Hill au Texas. Donc c'est une énorme, c'est une powerhouse lycéenne là-bas. Donc c'est un joueur qui a l'habitude, on va dire, des spotlights un peu. Bon, du côté de Liberty, c'était un peu plus tenu, on va dire, mais voilà, c'est un joueur qui, je pense, qui peut faire de bonnes choses et qui peut avoir cet aspect plug and play. Je pense que les coachs cherchent vraiment maintenant. Pat Schumer, le coordinateur offensif, avait eu, je pense, à chercher quelqu'un, ouais, et Deion Sanders, bien évidemment, au mieux pour trouver quelqu'un qui peut être opérationnel tout de suite. Voilà, donc je pense que c'est le cas. Voilà. Alors, après, pareil, le côté ancien head coach de NFL, coordinateur offensif à NFL, etc., de Pat Schumer peut-être jouer, j'en sais rien, dans le recrutement. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a fonctionné, qu'ils ont récupéré, alors peut-être pas l'un des meilleurs quarterbacks sur le portail des transferts, mais en tout cas, un bon quarterback sur le portail des transferts. De la même façon, ils ont réussi aussi un bon au niveau du service des recrutements à choper Julian Lewis, un quarterback qui est classé entre 4 étoiles et 5 étoiles, qui a été très longtemps commit à USC avant de décommit et de commit du côté de Colorado. Alors je sais qu'il y a certaines services de recrutement l'ont mis 5 étoiles, d'autres 4. Enfin voilà, en tout cas c'est un joueur qui devrait être assez explosif, mais qui ne devrait pas être titulaire cette saison. Voilà, ça lui laisse au moins une saison tranquille derrière. Et donc ça c'est quand même pas plus mal. Alors, euh, concrètement, il y a toute l'attaque à reconstruire du côté de Buffalo. De Buffalo, n'importe quoi, de Colorado, excusez-moi, des Buffaloes. Euh, Notamment au poste de running back et au poste de receveur. Donc ça va être pas mal de boulot et on va voir voilà, c'est très clairement le point, on va dire, le point un petit peu compliqué. C'est pour ça que je pense que Colorado sera quand même moins fort que l'année dernière. Ce serait quand même bizarre que ce soit le cas inverse. Par contre, il y a vraiment des bonnes choses, notamment au niveau de la profondeur d'effectifs, notamment sur la ligne offensive. Alors, Jordan Seaton, on en a beaucoup parlé, recrue star, la promo 2024. Il était titulaire l'année dernière, il sera titulaire au poste de left tackle. Voilà, un joueur vraiment, vraiment, vraiment très costaud. Et je pense que de manière générale, le roster de Colorado sera peut-être plus profond et plus euh, en tout cas avec plus de talent que les années précédentes. Alors il n'y a peut-être pas de talent plus fort, mais le palier, le plancher, encore une fois je parle de plancher, sera plus important que les années précédentes, où il y avait vraiment des énormes stars, mais aussi des énormes trous, hein. On se souvient de la ligne offensive en 2023 qui était calamiteuse. Là je pense qu'il y aura moins de ça. Alors il y a peut-être moins de haut et moins de bas, mais en tout cas un plancher plus élevé, et je pense que c'est ça qui est important. Alors,
deux armes principales au niveau des receveurs. Omarion Miller, alors c'est un nom qui doit vous parler si vous avez suivi euh, Colorado l'année dernière. Voilà, il a pas joué toute la saison parce qu'il a été blessé, mais il est de retour. Donc ça, c'est plutôt bien. Et du côté du portail des transferts, Joseph Williams qui arrive de Tulsa en Oklahoma et qui a eu à peu près 500, entre 500 et 600 yards l'année dernière. Donc voilà, quelqu'un qui devrait apporter directement de la profondeur au poste de receveur. Mais voilà, est-ce que Omarion Miller serait capable, alors, bien sûr que non, mais en tout cas, va être capable de ne pas faire trop oublier, enfin en tout cas de faire un peu oublier Travis Hunter. On verra ce que ça donne, mais voilà, en tout cas, il y a eu quand même du recrutement intéressant et des joueurs qui sont restés aussi, parce qu'on a beaucoup dit que Deion Sanders avait tendance à faire partir tout le monde. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés, même s'il y en a qui sont partis, bien évidemment. Mais en tout cas, au poste de receveur, la cible numéro 1 connaît le système, donc ça c'est quand même plutôt bien. Au poste de running back, c'est être Micah Welch qui devrait prendre la place de running back numéro 1. C'est un true sophomore, recrue 2024, qui a un petit peu joué l'année dernière. Voilà, avec 4 TD pour lui, un peu moins de 200 yards. Donc là, il va forcément avoir du pain sur la planche cette saison. On verra ce que ça donne. Mais je pense que l'attaque, de toute façon, au sol, passera plus par Kaden Salter que par un running back, même si, bien sûr, ça sera toujours important. Alors, au niveau de la ligne, comme je vous l'ai dit, retour de deux tackles Jordan Seaton et Philip Houston. Le reste est complété par soit de l'arrivée par transfert, soit par des joueurs qui étaient déjà là, enfin classique, hein, vous connaissez tout ça, mais déjà avoir les deux tackles de retour avec avec un quarterback d'une double menace, c'est quand même pas perdu. Et Jordan Seaton, voilà, assez curieux de savoir ce que ça va donner, parce que énormément de hype quand il est arrivé, un recrutement assez, on va dire, rocambolesque, hein, mais un joueur plein de talent et hâte de voir ce que ça va te donner en année 2 pour l'un des, voilà, un des joueurs qui devrait peut-être être un des meilleurs joueurs de tout le college football, soit cette saison, soit la saison prochaine. Du côté de la défense maintenant, la difficulté numéro 1, ça sera de remplacer Travis Hunter. Alors c'est vrai que cette phrase aurait pu être aussi valable dans l'attaque, mais voilà, on sait que le duo de cornerback l'année dernière avec DJ McKinney, un joueur que je connais bien parce qu'il a joué à Oklahoma State. Donc le duo avec Travis Hunter était absolument destructeur et que la bonne saison de DJ McKinney vaut aussi du fait que Travis Hunter était peut-être un peu moins visé, on va dire, malgré ses énormes stats, hein, qu'on soit très clair, mais un petit peu moins visé par les quarterbacks adverses. C'est-à-dire que DJ McKinney va prendre ce poste naturel de cornerback numéro 1. Donc ce sera lui qui sera un peu plus sous pression, donc à voir ce que ça va donner. Mais bon, je me fais pas de soucis, c'est vraiment un joueur plein de talent et qui devrait avoir un avenir en NFL si s'il lui arrive rien de spécial. Du côté de la ligne, une grosse profondeur par rapport aux autres années. De manière générale, la défense de toute façon a quand même c'est quand même vachement amélioré entre 2023 et 2024. Je crois qu'en 2023, ils prenaient genre 30 points par match. L'année dernière, c'était 23. Donc je crois qu'ils ont gagné 10 points par match. Enfin bref, c'était une des grandes améliorations quand même l'année dernière pour Colorado. Plus que l'attaque, c'était très clairement la défense. Donc voilà, donc s'il y a une amélioration à ce niveau-là, ça devrait être quand même très positif. Encore une fois, très bon recrutement sur le portail des transferts avec des joueurs qui viennent d'Alabama, de UTSA, voilà, avec des joueurs avec soit beaucoup d'expérience en tant que tel, soit expérience d'un gros programme. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est probablement voilà, l'effectif le plus profond qu'ils aient eu. Voilà, moi je suis assez emballé par cette défense-là, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs de talent, même si effectivement euh, le départ de Travis Hunter est probablement du meilleur joueur de la conférence et l'un des meilleurs joueurs du college football l'année dernière, serait quand même très compliqué à remplacer. Et que voilà, il va falloir des playmakers émergent de tout ça, mais DJ McKinney en tout cas a eu l'expérience l'année dernière et pourrait être tout à fait ce joueur-là. Autre axe de progression pour cette année, en tout cas, je pense que c'est une des choses qu'ils ont dû travailler à l'intersaison, c'est la défense au sol, qui était pas bonne du tout l'année dernière. Plus de 150 yards pris l'année dernière, et je crois qu'ils en ont pris plus de 300 contre Kansas. Donc, ouais, donc ça sera l'axe de progression principal, et le recrutement a été basé là-dessus avec une ligne offensive, notamment intérieure, qui s'est renforcée. Donc voilà, donc un peu moins de stars, pareil en défense, mais peut-être un peu plus de talent et de profondeur d'effectif. Et comme d'habitude, hein, vous savez ce que je dis, c'est ce qui fait souvent la différence entre une saison réussie et une saison loupée. Voilà pour un point de vue assez rapide des forces et faiblesses des
des Buffaloes de Colorado, pardon. À noter que le kicker est de retour, Alejandro Mata, kicker tout à fait correct. Maintenant, on va voir s'il va progresser pour son année senior. Alors, on va se projeter maintenant sur le calendrier tout simplement des Buffaloes. Déplacement, non, réception de Georgia Tech en semaine 1, des quand même matchs un peu pas sous-côté, mais dont on va moins parler, mais qui va être tout à fait intéressant à suivre pour les deux équipes. Delaware, alors ce n'est plus une équipe FCS maintenant, c'est une équipe FBS à domicile. Un déplacement à Houston, Wyoming pour le dernier match out of conference, BYU à domicile, à TCU, à Iowa State à domicile, à Utah, Arizona, à West Virginia, Arizona State et à Kansas State. Donc deux derniers matchs qui sont quand même hyper relevés. Un premier match qui va pas être simple à négocier avec Georgia Tech, avec une attaque qui va poser des soucis, ça c'est clair, à la défense de Colorado. J'allais mentionner dans ma preview que voilà, l'attaque des Yellow Jackets va être à suivre. Donc ça sera un énorme test, mais un très bon test d'entrée de jeu pour les Buffaloes pour voir où ils en sont. En dehors de ça, à part, non pas du tout, il y a quand même, c'est un calendrier quand même compliqué pour Colorado, hein, qu'on soit très clair. Il y a BYU, il y a Iowa State, il y a Arizona State et il y a Kansas State. À part, ça fait partie des 4 équipes qu'on attend tout en haut du classement de la Big 12, donc forcément ça va être compliqué. Donc même si paradoxalement leur bilan devrait peut-être être moins reluisant que l'année dernière, ils avaient fini avec 9-3 la saison régulière, je pense qu'ils seront plus aux alentours des 8-4. Je vois une défaite contre Georgia Tech en semaine 1. Je vois une défaite à Kansas State. Je vois une défaite à Arizona State. Et potentiellement un autre match, genre à Utah, pareil. Alors, ils évitent Texas Tech, heureusement pour eux. Mais il y a aussi un déplacement à Utah qui va être bourbier. Enfin, franchement, ce calendrier Big 12 est quand même complexe à gérer. À voir si Kaidon Salter restera au même niveau qu'il était à Liberty. À voir s'il va rester pareil en bonne santé, parce que c'est pareil, ça va être derrière Julian Lewis qui va devoir prendre la relève avec toutes les difficultés ça peut être pour un true freshman. Donc bien évidemment à suivre, sachant que si je dis pas de bêtises, je crois que Julian Lewis était déjà sur le campus depuis le mois de janvier. Donc mine de rien, ça c'est quand même beaucoup d'expérience pour les joueurs d'arriver en early and early, hein, comme on dit ça. Donc voilà, donc c'est pas un joueur vraiment tout neuf, c'est quelqu'un qui sera déjà dans le programme depuis 9 mois quand la saison va commencer. Donc voilà, donc ça a l'air de rien, mais je pense que c'est vraiment important. Pour moi, c'est presque gagner une année supplémentaire d'expérience entre guillemets. Alors il n'y a pas de match, mais il y a la session, il y a une session d'entraînement de plus, et ça te permet d'acclimater, je pense, au programme sans avoir le stress de la saison derrière. Je pense que c'est hyper important pour ces joueurs-là. Bref, je m'égare. Et cette preview est déjà trop longue, donc je vais vous dire mon point de vue sur cette saison-là. Je vais leur donner donc un bilan de 8-4, comme je le dis, avec une défaite contre Georgia Tech et 3 autres défaites en Big 12, mais déjà une saison qui sera plutôt bonne et qui sera plutôt intéressante pour eux en termes de construction pour l'avenir. C'est-à-dire que Colorado, maintenant, c'est là où c'est le plus dur. Les spotlights, ils sont passés peut-être sur notre équipe. On va encore en parler, mais moins qu'avant. Maintenant, il faut se retrousser les manches, et voir ce qu'il est possible de faire. Deion Sanders a des problèmes de santé, on va pas se le cacher, notamment au pied. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau coaching pour lui cette année. Alors, il est bien entouré, hein. Pat Schumer et Robert Livingston, je pense que ce sont deux bons cordeaux, donc je me fais pas de soucis pour lui. Mais voilà, il a quand même ce côté, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va être pour lui, pareil pour l'avenir, entre guillemets. Donc bon, je suis un petit peu curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, si Deion Sanders va être pleinement en mesure de donner son moyen au Buffalo cette année, sachant que voilà, au niveau recrutement, on attendait des mondes et merveilles, mais on s'est rendu compte que les Buffaloes de Colorado, en termes de puissance financière, c'est pas une très grosse équipe non plus. Il n'y a pas des boosters géniaux. Alors ça fonctionne quand même correctement, qu'on soit très clair. Jordan Seaton, il n'est pas venu pour rien. On est bien d'accord là-dessus. Mais par exemple, quand on compare avec BYU, dont j'ai parlé juste avant, on est quand même un degré en dessous. Donc à voir bien évidemment ce que ça va donner, parce que c'est très clairement le nerf de la guerre. Mais bon, c'est quand même une équipe qui va être paradoxalement plus intéressante à suivre cette année, parce que ça va
peut-être un peu plus une équipe en tant que telle, qui va moins compter sur les individualités, plus sur le collectif. Bon, ça fait quand même vraiment phrase toute con, mais je pense que ça sera très clairement le cas. Voilà pour Colorado. On va passer maintenant du côté de Utah. Les Utes, quoi dire sur les Utes qui ont vécu une saison 2024 galère de chez galère, un bilan de 5-7 alors qu'ils avaient commencé à 4-0, alors qu'on pensait qu'ils allaient jouer les premiers rôles en Big 12 avec notamment Oklahoma State. Mais après ce match contre Oklahoma State en semaine 4, ça a été n'importe quoi, on va pas se le cacher. 6 défaites de suite, pardon, notamment des pas très jolies comme Arizona ou Houston. Et pas d'énormes fessées. Bon, il y a Colorado, ça s'est pas très bien passé. Mais voilà, on va dire que Utah a eu quand même des gros problèmes, notamment au niveau des postes de quarterback où Kyle Whittingham voilà, a switché de quarterback en fonction de Cam Rising, de ses blessures, de ses retours. Enfin bref, ça a été un petit peu le bordel pour parler poliment. Donc voilà, donc Utah a vécu vraiment une année compliquée, une année où on ne s'attendait pas et on n'a pas retrouvé le Utah auquel on était habitué en Pac-12. Donc voilà, donc assez étonné de la saison des Utes. Mais bon, on sait très bien que ça n'a pas tendance à durer, que Kyle Whittingham, ça fait 20 ans qu'il est là, c'est la 21e année. Il a toujours trouvé le moyen de gagner, et je pense qu'il trouvera toujours le moyen de gagner, même si voilà, c'est un environnement nouveau pour Utah, avec les difficultés que ça la comporte. Alors, un gros changement quand même au niveau de l'attaque, avec l'arrivée du coordinateur offensif Jason Beck qui vient de New Mexico. Il y avait besoin de changer l'année dernière, l'attaque c'était une des pires attaques de FBS, hein, classée au niveau de 100. Alors c'est vrai que les problèmes en quarterback n'ont pas aidé, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, donc en tout cas, Jackson Beck arrive du côté de Utah avec un transfert dans ses bagages. C'est Devon Dampierre, le quarterback. Alors c'est un quarterback théoriquement double menace. On va voir ce que ça va donner. Il était All Mountain West, hein, ni plus ni moins la saison dernière. Donc honnêtement, je pense que ça va être quand même plutôt intéressant. Et pareil, pour le truc plug and play, tu viens, tu es capable de marquer 2 points, de faire avancer le ballon, de faire avancer les chaînes. Enfin, c'est tout ce qu'on lui demande. Parce que en fait, on va lui demander ça tout simplement, de gagner des matchs, hein, qu'on soit très clair. Isaac Wilson, donc petit frère 2, toujours présent, il devrait être quarterback numéro 2. On a vu que l'année dernière, c'était très compliqué pour lui dans sa saison freshman. Voilà, donc on a eu un reload total au niveau des skill players, au niveau de l'attaque du côté des Utes. La ligne n'a pas bougé, mais au niveau des. Voilà, il n'y a que des arrivées. Notamment, on va parler du receveur Washon Parker, pardon. Du running back, Washon Parker, qui arrive de Washington State et qui devrait être running back numéro 1. 758 yards pour lui l'année dernière en tant que true freshman, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Et puis après au niveau des receveurs, des arrivées, pareil, supporter des transferts, alors pas d'énormes noms, mais voilà, des joueurs qui devraient quand même être hyper intéressants, sachant que du côté de la ligne, tout le monde est de retour. Voilà, c'est simple, les 5 titulaires sont de retour et que Kyle Whittingham a très bien recruté sur le portail des transferts et a vraiment une profondeur d'effectifs qui fait plaisir à voir. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de programmes qui rêveraient d'avoir la ligne offensive, en tout cas la profondeur de la ligne offensive que Utah devrait avoir l'année dernière. Quelques noms à noter, Caleb Lomu, donc pas de lien de parenté avec Jonah, l'ancien joueur de rugby, au poste de left tackle, pardon. Et Spencer Fano, bien évidemment, le right tackle et un des meilleurs tackles du pays, que vous connaissez bien évidemment. Du côté de la défense l'année dernière a été paradoxalement, encore une fois, très bonne. Morgan Scalley, qui est le coordinateur défensif depuis 10 ans maintenant, a fait le taf, qu'on soit très clair. Mais c'était une des meilleures défenses du pays, qui a été en fait tout simplement pourrie par l'attaque, qu'on soit très clair. Et il y a quand même des signes pour se dire que cette attaque 2025, elle pourrait être meilleure, aussi simple que ça, avec, alors, pas beaucoup de retours, on va en compter 4 à peu près, mais il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience. Et toujours pareil, avec des arrivées sur portail des transferts, JC Hart d'Auburn et Dylan Battle de LSU, qui devraient apporter pareil de l'expérience. Moi je suis assez emballé par cette équipe de Utah. Alors, j'ai tendance à dire que je suis assez emballé, mais en tout cas elle me donne l'impression que l'année dernière c'était vraiment juste une erreur, et je pense que cette espèce de bordel au poste de quarterback ça n'a pas aidé pour calmer les choses.
Et je pense que cette année, ça sera beaucoup plus réglo, entre guillemets, même si, voilà, Devon Dempierre, les profils du Alstret, on sait très bien qu'on n'est pas à l'abri voilà, que ça va être un petit peu compliqué. Quoi vous dire au niveau de la défense en dehors de ça? Donc j'ai parlé du portail des transferts, bien évidemment. On peut parler un petit peu de Logan Fano, pardon, le defensive end avec Jonathan Hall, pardon, qui est un duo de defensive end, edge, on va dire, linebacker qui a bien tourné l'année dernière, 73 tackles à E2, 3,5 sacs. Enfin, voilà, je pense que ça devrait être les deux piliers de la défense, d'une défense qui a quand même pas mal changé. Mais voilà, je pense que c'est une défense qui va être bien, même avec quand même des incertitudes. Alors certains experts se disent peut-être ce que ce sera encore meilleur. Il y a quand même du monde qui est parti. Mais bon, ça devrait quand même être très intéressant. Et puis c'est toujours pareil, c'est Kyle Whittingham et Morgan Scalley, ils savent ce qu'ils font. Donc il n'y a pas de raison que ça soit différent cette année-là. Et que je pense que même si elle n'a pas besoin d'être aussi forte qu'elle était l'année dernière pour performer entre guillemets, enfin, en tout cas pour faire passer un cap à Utah et faire en sorte que Utah revienne à la place qu'on attend quand il débarque qu'on soit très clair, hein, quand Utah débarque en Big 12, on dit que ça va être un des meilleurs programmes de la conférence. Ça n'a pas encore été le cas. Mais voilà, la vérité d'une saison n'est effectivement pas la vérité d'une autre. On passe, si vous le voulez bien, au programme de la saison 2025. Ça commence avec un déplacement à UCLA entre deux anciens collègues de la Pac-12, Cal Poly, ensuite à domicile une fac FCS. Déplacement à Wyoming qui joue pas mal de programmes de la Big 12 cette année. Réception de Texas Tech, à West Virginia, Arizona State, à BYU, Colorado, Cincinnati, à Baylor, Kansas State et à Kansas. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez commencé à écouter pas mal de previews, vous avez entendu Texas Tech, vous avez entendu Arizona State, vous avez entendu BYU et vous avez entendu Kansas State et vous dites oulala, bah ça fait 4 parmi des grosses équipes qu'on attend cette année. Et oui, et oui, et oui. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est que Utah, s'ils veulent être de retour, on les attend, bah, il faudra battre ces équipes-là. Alors je pense que UCLA, c'est une victoire, Cal Poly, c'est une victoire, et Wyoming, c'est une victoire. Début 3-0, pas de souci. Comme l'année dernière, leur premier gros test, c'est en semaine 4, Texas Tech. Alors là, par contre, c'est à domicile, mais je pense que ça va être un des gros matchs. Ça va être pour moi l'un des plus gros matchs de la saison en Big 12 parce que ça va donner le ton direct. Et je pense que les Utes voudront aussi marquer en tout cas la Big 12 de leur empreinte. Et je pense que ça peut être un bon match pour viser une petite upset alert. C'est en plus du côté de Salt Lake City. Euh, il y a une ligne offensive qui devrait quand même mettre l'attaque dans de meilleures dispositions. Et il y a la défense qui pourrait tout à fait emmerder l'attaque, voilà, on va dire la nouvelle attaque de Texas Tech. Et que cette attaque de Texas Tech, la défense de Texas Tech qu'on a découvert très poreuse l'année dernière, si elle n'a pas progressé, elle pourra prendre très clairement la sauce face à une jolie attaque menée par Devon Dampier. Devon Dampier qui était mine de rien, le quarterback avec le plus de yards au sol, en dehors bien sûr des QB, des services, des académies militaires, pardon. Mais c'était clairement le meilleur coureur, quarterback coureur l'année dernière. Donc voilà, donc ça va être intéressant à suivre. Alors, ensuite, voilà, en fait, on va dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de temps mort dans ce calendrier-là, parce que Texas Tech, après il y a West Virginia, mais d'entrée de jeu, après il y a Arizona State, puis BYU, Colorado, Cincinnati, à Baylor, Kansas State, à Kansas. Enfin, c'est compliqué. Je pense que dans un premier temps, un retour en bowl, ça me semble quand même le minimum joué. Donc déjà, ils commencent en 3-0. Donc 3 victoires en dehors de ça, je pense que c'est bon. West Virginia, ça doit être une victoire. Cincinnati, ça doit être une victoire. À Kansas, ça doit être une victoire. Donc ça fait 6. Après, il nous reste 6 matchs. 6 matchs qui peuvent être compliqués. Colorado domicile, je pense que ça peut être une victoire aussi, très clairement. Je pense que 8-4 est parmi les gros matchs. Je pense que Utah est tout à fait capable d'en gagner un ou deux. Je vais leur donner au moins un. Donc je vais leur donner un bilan de 7-5 ou 8-4. Je me suis perdu. Enfin, en tout cas, je pense que 8-4, c'est tout à fait atteignable pour eux. Et que, pareil, ça relancerait quelque chose. Une dynamique positive. Je pense que c'est hyper important pour eux. L'objectif n'est pas d'aller en playoff comme c'était le cas l'année dernière, où c'était très clairement un dark horse. Là, l'objectif, c'est juste, simplement, entre guillemets, se qualifier. Enfin, en tout cas, se qualifier pas du tout, se qualifier pour un bowl, si, pardon. Et d'être
de remettre la machine en marche et d'être présent de là où on les attendait en fait au début de la saison dernière finalement. Voilà, on pouvait que la saison 2024 était simplement un bump sur le parcours, on va dire ça comme ça. Voilà pour les trois previews de la journée, donc BYU, Colorado et Utah, donc trois programmes où il y a pas mal de choses à dire, trois programmes qui vont être intéressants à des degrés différents à suivre. BYU pour savoir ce que ça va donner cette histoire de quarterback, Colorado pour voir ce que ça va donner sans les stars entre guillemets, et Utah pour voir ce que ça va donner après la saison cauchemardesque 2024 et si Utah est capable de rebondir. Moi, honnêtement, je me fais pas de soucis pour eux, mais encore une fois, entre ce que je pense et ce qui va arriver sur le terrain, c'est deux choses bien évidemment différentes. Voilà pour moi. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce n'est pas trop long. C'est vrai qu'en mode monologue, ça peut être parfois un petit peu redondant. Je l'entends bien. N'hésitez pas à faire une pause ou ne peut pas m'écouter, c'est très bien aussi. Et puis sinon, moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour d'autres previews. Ciao tout le monde.